garçons, puisque c'est Flavie et les garçons un peu le soir pour les brèves de comptoir. Un sujet du Figaro. À Strasbourg, les droites souverainistes et eurosceptiques se dispersent. Pas moins de 4 groupes parlementaires pourraient voir le jour à la droite du PPE. Les partis concernés ont jusqu'au 4 juillet pour nouer les alliances. Grand bordel à la droite du PPE. C'est étonnant, je ne savais pas qu'il y avait autant de souverainistes en Europe. On ne les a pas remarqués en France, en tout cas. Heureusement que vous imaginez le bordel si François Asselineau avait été aussi allé au Parlement. Non, mais je ne sais pas s'ils se définissent comme souverainistes. D'ailleurs, ça, c'est l'article, il est défini comme souverainiste. Est-ce que Giorgia Meloni est souverainiste? Non. Voilà, je te spoil. Donc, il y a le Creux, il y a les gros partis comme le Creux, donc les conservateurs réformistes européens. Il y a Identité et démocratie. Mais à côté de ça, comme personne ne s'entend, il y a les partis, comment on appelle ça, de l'Est, là, de toute façon, ils se détestent entre eux, tous les pays. Ouais, ils se détestent entre eux parce qu'évidemment, il y a les pro-ukrainiens, les pro-russes, les plus ou moins souverainistes, les plus ou moins libéraux. Donc, tout ça est quand même bordélique. Très bordélique et très peu productif, en fait. De toute façon, l'Union européenne n'aurait jamais tenu sans ses ennemis. Il faut bien le reconnaître. Heureusement que les ennemis de l'Union européenne sont ce qu'ils sont, parce que sinon, ça Oui. aurait pas... C'est vrai. Ça serait écroulé depuis longtemps. Moi, j'avais envie de parler, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de lui, de Yann Moix, grand littérateur devant l'éternel. Et Yann Moix nous explique qu'en France, il y aurait une forme de terrorisme intellectuel de gauche. Il s'est réveillé. Ce serait abattu sur notre pays depuis 1945. Alors là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il en faisait partie il n'y a pas longtemps encore, non? C'est dit compliqué, Yann Moix, il faut le suivre. Ouais, c'est un peu une anguille. Depuis qu'il est parti avec Depardieu en Corée, ou je ne sais pas. En Corée du Nord, oui. Voilà, alors là, il a fait une sorte de coming out de droite. Moi, je le suis pas. Enfin, j'ai du mal. Je ne suis pas une spécialiste de Yann Moix. J'ai un peu arrêté de suivre ses déclarations. Donc, oui, il faudrait de la Yann Moixologie pour voir exactement. Après, oui, vous avez pas mal d'intellectuels dits de gauche qui commencent à parler de ce terrorisme-là. Il y a quelques voix qui se... Après, quel terrorisme? C'est-à-dire sur quel sujet, etc. C'est un petit peu... Sur quel sujet de... il y a plusieurs sujets liés à ce terrorisme. Bon. Surtout, je pense, la culpabilisation de la France, oui. Oui, enfin, de l'autre côté, il l'a quand même bien fait, parce que dans son roman Orléans, où il raconte la vie de ses parents, c'est quand même un petit peu la France moisie, chère à Solers. Donc là-dessus, la haine de la province, il y a quand même un côté... Oui, mais c'est la haine de ses parents. Hein. Yann Moix, c'était aussi comme pour beaucoup d'ailleurs, le rapport à la France, de détestation à la France de beaucoup d'intellectuels, dits de gauche, est un rapport souvent psychologique, de haine de soi, de haine de sa propre famille. Et Yann Moix déteste ses parents. Oui. Mais après, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que détester ses parents, tout le monde n'a pas une enfance facile, les parents font des erreurs, mais pourquoi donne-t-on la parole aux gens qui ont des problèmes psychologiques à régler en place publique? Parce qu'on ne les identifie pas. On n'identifie pas ça comme un positionnement psychologique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de positionnements politiques qui sont aussi des positionnements qui ont une grande part de psychologie, et ce n'est pas identifié. C'est identifié comme un positionnement politique, et ça, c'est un problème, oui, justement. Parce que c'est quand même des gens qui sont... Chez Annie Ernaux aussi, ce type de gauchisme-là, encore une fois, je respecte beaucoup de gens de gauche, j'en suis même d'accord avec beaucoup de gens de gauche. Ce que j'appelle le gauchisme, c'est la perversion. Ça veut dire que tu ne serais pas de gauche, si tu respectes des gens de gauche. Non, parce que je ne sais pas si je suis de gauche ou de droite, malgré tout ce qu'on m'affuble. De ni gauche ni droite, c'est essentialisation absolue. Non, ce que je veux dire, c'est quand je parle de gauchisme, oui, j'aime pas tellement ce mot quand on parle des gauchistes, parce que souvent ça vient de la droite, justement, et c'est très borné. Mais bon, j'utilise le mot gauchisme pour dire qu'il y a une sorte de dérive de la pensée de gauche, pour moi, ce que je qualifie de dérive.
Mais bon, je parle de gauchisme, mais j'aime pas dire les gauchistes parce que voilà, donc c'est un peu compliqué de trouver le mot Oui, approprié. Mais c'est des comme les gens, droitards. voilà. Donc tu parlais d'Yann Moix, c'est juste pour terminer sur cette psychologisation, souvent ce fait que des opinions politiques sont en fait des problèmes, quelquefois des problèmes psychologiques ou des problèmes de rapport à sa famille. Chez Annie Ernaux, c'est aussi un peu la même chose. Elle a en fait, c'est assez paradoxal parce qu'elle a aussi une sorte de détestation de son milieu en réalité. Elle défend Bah, les pauvres ou la classe moyenne, mais en même temps, elle a un rapport aussi une sorte de snobisme, puisqu'elle elle est arrivée. mhm. Donc je sais, c'est toujours assez ambigu en réalité. D'où souvent d'ailleurs la défense davantage de l'étranger que de le que de qui est favorisée par rapport, on va dire, par rapport, pardon, je m'exprime mal, aux populos du cru. Oui. Parce que, en général, ces gens-là, peut-être en viennent et se Et détestent à travers eux, ils ont une donc forme ils de préfèrent honte, l'image une de différence. forme. C'est souvent Mais, assez mais là compliqué. encore, moi, je pense qu'il y a quand même un problème, c'est la prime au désaccès. Mhm. Et ça, là-dessus, je pense que c'est quelque chose. Il y a cette idée que dans la littérature, c'est bien d'être désaxé, d'être en souffrance, d'être en rupture, alors que quand on regarde les grands littérateurs, par exemple du 19e ou du 20e siècle, c'est des gens qui peuvent avoir des conflits, mais qui n'ont pas des conflits de ce type. Enfin bref, en parlant des accès, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment sorti de l'axe, et c'est le brave Alain Finkielkraut. Puisque là, alors, comme disait Chateaubriand, toute vieillesse est un naufrage. Finkielkraut, j'ai toujours trouvé qu'il avait des idées vieilles, mais là, Mhm. je trouve qu'il a des idées punk, et Bah j'aime alors, beaucoup tu vas plus. nous éclairer parce que Ah ben, c'est un je ne sais pas ce qu'il a festival. dit. Et j'ai l'impression Alors, que Sébastien c'est un ne peut pas se festival. joindre à nous, c'est dommage. Oui, ben, tant pis. Mais moi, déjà, je trouve que c'est punk quand un académicien commence à pisser à la gueule sur tous ses collaborateurs. Et c'est ce qu'il a fait, Finky, à Radio France, puisqu'il a dit la dieudonisation des esprits. En gros, tous les mecs avec qui je bosse, c'est des fans de Dieudonné, c'est scandaleux. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal. Il y a un côté punk, tu es académicien et tu arrives et tu dis, je nique vos mères à tous les gens avec qui tu travailles. En plus, après, il continue, il ne s'est pas arrêté ça là-dessus. Parce Mhm. que à punk, c'est aussi un mec qui dramatise les enjeux, quoi. Et là, les enjeux, c'est quoi? C'est Bardella qui arrive? Non, c'est Mélenchon. Puisque Finky, il a bien expliqué, si Mélenchon arrive, c'en est fini pour les Juifs. Euh, Ouais. même, euh, même les associations juives de l'Allemagne nazie des années 30 étaient moins pessimistes que ça sur le destin des Juifs. Donc là c'est vraiment foutu, quoi. C'est foutu. Et c'est pas Bardella. Et alors, troisième chose, donc évidemment, c'est que quand on est punk, il faut assumer après. Et il y a tous les types qui travaillent avec lui à France Inter qui sont choqués par ces insultes, parce que c'est quand même des gens qui ont toujours condamné Dieudonné, quoi. Dieudonné s'est fait traîner dans la boue pendant des années, depuis 20 ans à France Inter, comme le nouvel antisémite. Et donc, évidemment, quand on t'accuse de ce que t'accusaient les autres, c'est jamais très agréable. Et ça, je trouve que c'est à côté de retournement de brochette. Il n'y a que un punk comme Finkielkraut qui pouvait y arriver. Parce que je rappelle quand même que le mec, il nous fait un peu une Klarsfeld. On avait parlé de Klarsfeld la semaine dernière. C'est que pendant toutes les années 80, il nous expliquait ah non, non, mais le Front National, c'est des nazis, ils sont dangereux, il ne faut pas voter pour eux. Et là, il dit au fond, nique sa mère, je vais voter pour eux. On n'a jamais essayé. Ah non, ça, c'est plutôt les campeurs du terrain de la Bourboule qui disent ça. Finkielkraut, il dit juste nique sa mère. Et là, il est vraiment punk. Voilà. Alors attends, tu parlais de Klarsfeld aussi, Oui, qui... Serge Klarsfeld qui a dit oh, mais moi aussi, au second tour, face à LFI, face à la France Insoumise, je vote Rassemblement National. Alors, je trouve que c'est génial parce que c'est quand même les mecs qui ont parrainé SOS Racisme dans les années Ouais. 80. Mais je me demande si Klarsfeld ne vote pas RN dès le premier tour. Oh putain. Alors, Finkielkraut, Euh, tu peux encore faire un effort, mais il n'est pas académicien. non, mais parce que je pense que Klarsfeld dit, en gros, ni le centre, alors la France insoumise ne défend pas les juifs, c'est clair pour lui, et ni le centre non plus, puisque l'immigration de masse va continuer.
Et que lui, il a un positionnement maintenant qui se radicalise sur la question migratoire. Mais Flavie, tu essaies d'expliquer ce qui se vit avec les tripes. Ils ont juste envie de tout bousiller ce qu'ils ont fait. C'est du niveau de l'adolescent qui va se faire un piercing avant son entretien d'embauche. Alors, on me dit que j'ai dit une bêtise, peut-être éventuellement sur Klarsfeld. Ils voteraient ensemble. Mais c'est quoi ensemble? C'est la majorité présidentielle. Non, d'accord. Bon, tu sais, en général, les ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils votent RN contre LFI, d'accord. Mais parce qu'ils considèrent que la RN est moins antisémite aujourd'hui qu'LFI. Donc ça. Mais moi, j'aime pas les calculs. Moi, ce que j'aime, c'est Finkielkraut qui dit à la radio: vous êtes tous des fans de Dieudonné. Et ça montre aussi les obsessions, quoi. Parce que Dieudonné l'a choqué il y a 20 ans, et ben, il refait toujours son traumatisme. Un peu comme moi avec ses parents. Chacun a son traumatisme différent. Mais je tiens à rappeler que beaucoup de gens, même des gens sérieux, pensent que Finkielkraut est un intellectuel. Disons qu'il vieillit. Disons qu'il a eu... J'ai lu des choses de Finkielkraut qui étaient intéressantes, mais qui datent. Qui datent. Lesquelles? Parce que là, moi, c'est pas évident. J'ai lu des articles, mais j'ai peu lu de livres de lui. Ah oui, des articles. Parce que moi, j'ai lu tous les livres. Hein. Je hate, mais je l'ai lu. Et j'ai lu... Alors, son meilleur livre, c'est La défaite de la pensée. Ouais, parce que là, il ment pas sur le titre. Quoi. Et moi, je valide les gens qui te disent vraiment ce qu'ils vont faire. D'accord. Non, mais c'est pas le genre le mec qui t'aborde en boîte et qui te demande qu'est-ce que tu fais comme étude, etc. C'est le mec qui dit direct, je veux aller à l'hôtel Formule 1. Finkielkraut, c'est ça. Il ment pas dans le titre de son livre. Il dit clairement la couleur, la défaite de la pensée. Mais j'ai du mal à te répondre là-dessus parce qu'en fait, je dois reconnaître. J'ai raison, effectivement. J'ai pas lu. Tu dois avoir raison. Ouais. Désolé. Hein. Disons que c'est vrai qu'il a un côté comme ça assez chien battu, toujours très énervé, très fatigué, qui est pas forcément toujours très attirant maintenant aujourd'hui. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi, je me suis jamais posé la question d'aller avec Finkielkraut à l'hôtel Formule 1. Si c'est vers là où tu veux m'emmener, je te dis. Non, je t'emmène nulle part. C'est strictement intellectuel que je l'ai toujours trouvé ringard. Bon. Sébastien, tu peux... Non. Non. C'est bon, vous m'entendez? Là, on t'entend. Là, on t'entend. De toute façon, il fait partie de cette bande qui aurait pu faire de la philo, mais qui a préféré faire les plateaux télé. Et ça fait 40 ans qu'ils font des plateaux télé, donc son orientation professionnelle, il l'a choisi il y a longtemps. Non, là, c'est tout le PAF qui est en train de se décomposer parce que quant à Yann, moi, je dirais juste une chose, c'est que je suis très content pour lui parce qu'il a pour faire enfin son coming out de FAF. Parce que ce mec est de gauche, il doit y en avoir, il doit pas être le seul, parce qu'il s'est quand même fait choper avec ses petits dessins. Mais il y a plein de mecs de gauche, Sébastien. Regarde un certain Adolf Hitler, national-socialiste. Oui, certes, mais le truc, c'est que on pourra jamais être sûr, puisqu'il a fait de bénage dans sa biographie en faisant disparaître toutes les personnes qui savaient ce qu'il avait fait à Munich pendant la brève République des conseils de Bavière. Ça a été vite ça a eu en même temps que le mouvement spartakiste, mais là c'était dans le sud, et ça a été vite fait écraser. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait été impliqué là-dedans, et comme taupe de la police au sein du mouvement, au sein des Rouges. Et ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, parce que c'est quand même des trucs très 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 confus. Enfin bref, revenons à nos moixeries. Nos moixeries, ces types-là sont de gauche parce qu'il faut être de gauche dans ce métier et que sinon tu fais rien du tout. Sauf que en fait, si on y reprend c'est la poutre maîtresse de la vie politique et médiatique et culture-mondaine qui est en train de se péter la gueule. Elle était déjà bien vermoulue, mais là ça se pète la gueule. C'est la menace du Front National. Il faut faire barrage. Machin, la bête immonde, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont vieilli, la plupart, beaucoup. Il y a d'ailleurs Yvan Bollock, l'ancien acteur de Caméra Café, inoubliable Jean-Claude Convenant, et qui lui est un vrai gaucho et un LFiste. Il a dit très clairement sur
Si tous ces mecs qui étaient au vent debout en 2022, 22 ans plus tard, sont en train de fermer leur gueule, c'est parce que Bolloré a tout racheté et Bolloré, il a quand même une idée assez précise de comment gérer ses employés ou les gens qui lui mangent dans la main, quoi. Tu craches dans la soupe une fois, mais pas deux. Comme ces gens sont des lâches, de toute façon, bah, tout le monde ferme sa gueule. Et puis, bah, toute la vie, toute la France, toute la scène publique tire d'échecs sur cette hypothèse Front National. C'est un peu, maintenant, c'est en train d'arriver. Et ils sont tous comme des clubbers bourrés qui sortent à 3 heures du matin après les derniers bus et qui sont en train d'essayer de tirer du liquide pour prendre un taxi avec leur carte vitale. Mais là, ça marche plus, merde. Non, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, ce qui est terrifiant pour eux, c'est que c'est qu'ils ont peur de s'être trompés, d'avoir misé sur le mauvais canasson. Bah, c'est ça, c'est que d'une, si le RN, il se passe rien et qu'on trouve que c'est un parti de droite classique, parce que la droite a disparu, donc c'est la nouvelle droite, classique, républicaine et pas. Parce que c'est ça, ce qui est terrible, c'est qu'on part sur des impressions comme ça, beaucoup. Mais personne n'a lu le programme du RN, c'est-à-dire. Il y a un moi, j'ai été le lire cet après-midi. Non, bah, c'est des points, hein, ça va pas très loin. Mais c'est le programme, quoi, qu'est-ce que vous diriez? En effet, c'est un programme de droite classique des années 90. Ça n'a rien de bien. Voilà, et puis si jamais il y a des émeutes, mais qui sont faites par des excités des quartiers ou de l'extrême gauche, ils ont une peur panique que ça leur tombe sur la gueule. En fait, il n'y a plus de. Tous ces gens ont vécu de ça pendant 40 ans. Et on est en train de. Autant. Bah oui, on est en train d'assister à une grande recomposition du paysage politique de la France. Ce qui me laisse entendre à dire que la Ve République, dans son état actuel, n'en a plus pour très longtemps. Marine Le Pen, bon, tout le monde se fout de sa gueule, mais elle a dit, elle a minimisé le rôle du président comme chef des armées. Ça peut pas. Peut-être que c'est une bouteille à la mer pour dire qu'il va peut-être falloir désarmer la présidence. Désarmer la présidence de la République parce que malheureusement, depuis 70, début des années 70, les présidents ont balancé entre 100 et 400 interventions militaires. Et ils ont par la Constitution et par la force des habitudes, parce que la Constitution, c'est un texte, mais c'est aussi une pratique. La base du droit public, les rares trucs de droit public dont je me souviens, on est dans une dérive monarchique. D'autant plus qu'on a atomisé, on a le Premier ministre, que le Parlement est une chambre d'enregistrement, que tout ça. Bon. Mais écoute, oui, moi je pense, je vais aller trinquer, si vous me le permettez, à la mort de la Ve République. Ouais. Et donc, bonne soirée. Mon taxi est là. Bon, bah écoute, Gauthier. Oui, à plus. Oh, il est parti, ça y est. Hein. Bon, peut-être on peut rester juste 5 minutes encore, si tu veux. Est-ce que tu as quelque chose là dont tu souhaites parler spontanément? Voilà, j'avoue que j'ai un peu décroché du contexte. Autant le phénomène en tant que global me fascine, autant à un moment j'ai atteint un niveau de saturation devant ce niveau de conneries et de bassesse. Ouais. Là, non, honnêtement, je me suis arrêté, j'ai mes rituels, la revue de presse du matin, etc., ou du soir si j'ai pas le temps le matin, machin. Mais à un moment, j'ai arrêté net au milieu, au premier tiers, et j'ai laissé tomber. Je suis passé sur du divertissement parce que oui, c'est assez épouvantable. C'est très lassant en fait. En général, ça me fait rire. C'est drôle 5 minutes, mais oui. Ouais, non, là, c'est écœurant de bêtises, c'est ce qui nous prend pour des imbéciles. Il y a un grand phénomène de démasquage qui s'opère. Moi, j'ai tendance à dire que peu importe le résultat des élections, il y a beaucoup d'escrocs qui vont se retrouver au chômage. C'est déjà pas si mal.
Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, si que ce soit l'extrême gauche ou le RN, ou le nouveau Front populaire, dont on sait que c'est déjà un attelage complètement bancal, parce que C'est si pas je facile résume, d'imaginer. le message électoral, c'est Mélenchon enculé, votez pour nous pour faire barrage au FN, mais Mélenchon fils de pute, parce Mm. qu'antisémite. Mm. C'est quand même compliqué C'est fragile, comme c'est fragile. message. C'est fragile. Faut vraiment, voilà. Donc en fait, en plus, moi ça me fait toujours rigoler les projections parce qu'une élection législative, c'est quand même 577 situations locales. Est-ce qu'il va y avoir des triangulaires? Mm. Quel va être le choix de ceux qui vont se retrouver en troisième position? Est-ce qu'ils se maintiennent? Est-ce qu'ils se défaussent? Est-ce qu'ils Mm. voilà, c'est très compliqué de tirer des plans là-dessus. Ce que je vois, il y a quand même une plateforme de procuration qui s'appelle Plan Procu, je crois, qui est soupçonnée de lien avec la Macronie. Je dis ça pour l'organisation des votes. Je voulais te faire réagir là-dessus et sur aussi le vote des Français de l'étranger, qui a priori se sont précipités euh, pour s'enregistrer. Enfin, en tout cas, il y a une prévision de vote importante disons, de participation importante des Français de l'étranger, ce qui n'avait pas été le cas pour les européennes. Oui, bah, je pense que oui, il y a aussi au global, il y a une participation qui est annoncée en hausse. Parce que quant à savoir la motivation de ces gens, est-ce que parmi eux, il y en a qui n'ont... Bah, je pense que c'est plutôt des gens qui vont voter au centre, enfin qui vont voter pour le Ah, les gouvernement. Français de l'étranger, c'est sûr, hein, c'est Mm. vraiment Ouais. vu le profil, ça fait pas le moindre doute, Mm. mais ça fait pas tant de voix que ça. C'est pas qu'on se Oui, ça, cache que ça. je m'en rends pas bien compte. Et les plats et la Ouais, je plateforme pense de que ça va. procuration aussi, je vois pas très bien ce que ça voudrait dire réellement. C'est pour ça que je voulais te faire réagir. Ah, ça, c'est parce que si elles sont prises d'assaut, c'est aussi que beaucoup de gens ils sont censés être en vacances. Oui, oui, Les tout simplement. génétistes Ouais. risquent de se louper. C'est quand même le premier week-end de départ en vacances. Il y aura Euh, une commun à mon point, c'est que tout le monde maintenant, même les tièdes, les pleutres, disent quand même, mais il est complètement fou ce garçon. Enfin, c'est à propos de Macron, c'est que tout le monde a compris que ce mec était fou. Et peut-être que, bon, après, peut-être qu'on se rend compte qu'on peut pas mettre n'importe qui à la tête du pays. Allez savoir. mais tout le monde n'a pas encore réalisé qu'il était fou. Il y a quand même beaucoup de gens qui se lâchent en ce moment, en train de Mm. dire qui commencent qui tiennent des propos sur son compte qui aurait valu une mise au pas très rapide. Là, plus personne ne cache que il n'est guidé que par son seul caprice. Et puis il y a des interventions qui sont de plus en plus hallucinées. C'est-à-dire, Ah il y a quand même oui, des oui, il moments raconte n'importe quoi. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? où on a l'impression qu'il est quand même sous l'emprise de stupéfiants. Bah, c'est-à-dire que si tu suivais, faudrait faire un florilège. Bon, pour un live, le best-of de Macron, mais je pense qu'on en a pour 3 heures. Mm. Enfin, ou un top tiers, si tu veux, pour s'amuser sur Discord, mais il y a de quoi faire. La bête de l'événement, chevaucher le tigre, le jambon, Robinson Crusoe. Enfin, ce mec est pas, il a essayé des yeux comme ça. Ouais, Enfin, c'est surtout là. Bon, il y a ce qu'il dit, mais aussi son visage. oui, oui, il a une tronche, là, il a des yeux Ouais. comme Axe, c'est fixe, Ouais. c'est Complètement flippant. enlaidi comme ça, et puis des mimiques, et puis, enfin, c'est. Il y a quelque Non, chose, mais je non, veux dire, on n'a jamais vu ça quand même chez des présidents auparavant, comme on n'a jamais vu ça aux États-Unis avec la sénilité de Biden. On nous habitue à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore très peu d'années. Enfin, alors la série de Biden, ça s'est déjà vu dans une autre grande puissance sur le déclin, ça s'appelait Oui, Brejnev. oui, oui. Donc mettre des vieux jusqu'à les maintenir jusqu'à plus soif parce qu'on a Mais c'était en URSS un peu voilà. vieillissante et qui était déjà en train de tomber. Bah, Là, bah alors ça voudrait dire la même chose chez nous éventuellement. Trump qui est un intrus total en matière de politique parce que lui c'est un tycoon new-yorkais dans toute son caricatural qui se dit tiens, si je faisais les élections, les démocrates ne veulent pas lui, il s'invite chez les républicains et il les démolit tous un par un parce que ce sont
parce que ce sont des Playmobil. Enfin, tu voyais des débats avec un débat avec Jeb Bush où ils l'ont dit mais Jeb, non, tu seras jamais président. Enfin, voilà, mais c'était assez impressionnant, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus rien, c'est un décor Potemkin. Et ça commence à se le milieu complètement. Et là, en France, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une nouvelle génération et qui sont encore plus flippants que que leurs prédécesseurs, parce que eux, ils ont carburé à l'idée que public-privé, tout ça, c'était des distinctions qui n'ont pas de sens, que tout est possible, aucune limite, et que je peux être lobbyiste d'une grande entreprise étrangère et être président, il n'y a aucun problème. Avec Uber, quand même, les liens entre Macron et Uber. Ils sont tous comme ça, en fait. On a mais là, ça a été pendant 7 ans, c'était à visage découvert. Bon, tu me diras, l'ancienne génération n'a pas non plus dit son dernier mot, puisque Hollande, à mon avis, il vise un peu plus que la Corrèze, mais que la députation de Corrèze. Il vise, il cherche à revenir, mais il y a tellement personne en fait que tout le monde peut devenir, l'impression que tout le monde peut devenir président. Mais je crois que pour les transgressions que tu nommes, je crois que c'est pas un problème en réalité, parce que ce sont ce sont déjà des dérives qui sont, comment dire, pas acceptées, mais si, d'une certaine manière. C'est-à-dire l'idée de toujours transgresser, même nous on le voit et on considère que c'est lié à une déchéance, mais je crois pas que de leur côté, si je peux dire leur comme ça, ce soit vu de la même façon. Au contraire, c'est pourquoi pas, en fait. Ça fait partie du... Je m'exprime pas très bien là, mais je sais pas comment l'exprimer. Mais c'est pas... La transgression est partie intégrante de ce que c'est de ce qu'est en train de devenir le politique. Ah bah, tout à fait. De toute façon, Macron, j'ai jamais considéré comme un... Malheureusement, ce serait tellement facile si c'était un accident, un pur accident. C'est pas un accident. Ou alors si je l'ai... Non, c'est pas du tout un accident, mais aussi son côté transgressif. Même les rumeurs qu'il y a autour de sa femme, dont on dit qu'elle serait transphobe. Alors c'est étonnant parce que dire de quelqu'un qui est trans éventuellement n'est pas transphobe, puis a priori ça devrait être... Tu veux dire transgenre, parce que transphobe c'est quelqu'un qui est... Non, mais les rumeurs de dire que Brigitte Macron serait trans, ce serait transphobe. Non, alors j'ai du mal avec ça parce qu'elle a quand même des enfants, mais... Oui, non, mais je veux dire, je parle juste de la rumeur, hein. Je suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas, c'est pas le sujet. Je dis juste que on arrivait à dire des choses pareilles. Est-ce qu'elles soient dites, rumeurs, bon, on pourrait trouver ça complètement dingue. Alors que je crois qu'au contraire, ça nourrit un peu cette dérégulation générale, que ce soit de l'économie ou des repères, en fait. C'est pas très grave pour eux. Je pense pas que ce soit très... Nous, on pourrait penser que c'est vraiment assez consternant, mais je pense pas qu'ils voient les choses de la même façon. Ça des rumeurs aussi sur son homosexualité, etc. Tout ça, je crois que ça déphase un peu les gens et que c'est pas forcément quelque chose de problématique pour eux, au contraire. Alors, le règne de la rumeur, c'est que comme il y a une confiance, la confiance entre les élites et le peuple est rompue, que les médias ont très clairement choisi leur camp, parce que la Macromania, même Sarkozy lui-même a été intrôné, était le nouveau champion qui allait dépoussiérer, puis Hollande, c'était le champion de l'ago. Des gens qui avaient fait carrière en crachant sur Sarkozy ont défendu Hollande bec et ongle alors qu'il avait fait la même politique. Ça, les médias ne soient pas soit du côté du manche, ça les gens l'ont bien compris. Oui. Ce qui fait que maintenant les gens c'est pas qu'ils sont prêts à croire à n'importe quoi, c'est que ouais, bon, de toute façon, au point où ils en c'est ça, c'est au point où on en est, c'est plus très grave. C'est-à-dire, il y a comme un verrou qui a sauté sur tout est possible. Oui, si tu veux, c'est un peu comme les... La transgression, finalement, fait partie d'une sorte de... presque banalisée, en réalité. Bah, si tu veux, c'est comme à l'époque, à la veille de la Révolution, où le bon peuple de Paris était persuadé que
Que la reine couchait que avec. la reine sacrifiait les enfants qu'elle adoptait, ce qui est une pratique assez courante finalement dans la monarchie, et qu'elle faisait des plans à trois avec le de Fergène et la princesse de Lamballe, enfin des trucs. Ou même qu'elle pratiquait l'inceste avec son propre fils, ça a été assez loin. Voilà, c'est qu'en fait finalement ça, ce qui est assez désespérant, parce qu'en fait ça veut dire qu'en gros on n'a pas beaucoup progressé dès que du haut de notre 21e siècle, dès qu'on casse certaines choses, on revoit des mécanismes qui se remettent en place. C'est-à-dire que le progrès, mon cul, oui. C'est peut-être aussi ça qui est en train de faire disjoncter tous nos amis progressistes, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que. Non, ils se rendent compte de rien, ils courent partout comme des Ouais, canards. ce serait au niveau à l'époque, je pense que c'est des rumeurs qui dérangeaient le roi et la reine pendant ces rumeurs. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça les dérange, c'est ça que je veux dire. Si, un peu quand même, c'est juste qu'ils peuvent pas faire. Il peut y avoir, De toute façon, je pense que tout honnêtement, je pense que c'est des rumeurs parce que ce serait vrai, ils le diraient. Je veux dire, Vrai, si Macron était gay, il l'assumerait parce que après tout, il a oui. un ministre gay. Il a eu un premier ministre gay à 32, 34, 30, qui a pris à 34 ans. Le problème, à mon avis, ça c'est pas le problème, c'est que pour moi, ce sont des conséquences d'une rupture complète entre les élites et le peuple. Donc après, tu as ce genre de rumeurs qui, je pense, c'est que quoi qu'ils fassent, en fait, quand bien même ils auraient une bonne idée, les gens le prendraient mal. Au point où on en est, là, c'est qu'ils dégagent, les gens ne veulent plus les voir de toute façon, parce qu'ils ont très largement prouvé non seulement qu'ils étaient nuisibles, mais qu'ils en avaient, et là c'est peut-être la grosse nouveauté avec Macron, c'est que par rapport à ses prédécesseurs, et je parle aussi des gouvernements, etc., c'est que toute cette génération veut montrer qu'elle a envie de casser du populo, quoi. Qu'elle est prête à aller à la baston, qu'elle a été à la baston, les réformes vous plaisent pas, ça va faire mal, c'est pas grave, ce sera le même tarif. Il n'y a plus aucune tentative, c'est pour ça le côté hideux de ce centrisme, c'est que, bon, la droite et la gauche avaient quand même chacune leur méthode pour, on va dire, faire passer la pilule et essayer de ne pas. Voilà, Chirac s'était imposé des limites. Hollande a fait passer, Jospin a fait passer les 35 heures, etc. Là, non, c'est full patate et qu'au rythme où ça va, c'est se demander s'ils n'allaient pas légaliser le travail des enfants, quoi. Et, dire quand quelqu'un se permet de dire je ne veux pas entendre parler de pénibilité au travail alors qu'on sait que ça des tas de gens dans leur vie est foutue parce qu'ils ont ils chopent des graves pathologies notamment musculaires à cause de ça, c'est vraiment un discours c'est un vrai discours de haine sociale pendant ça a été 7 ans de haine sociale à fond, quoi. Peut-être pour terminer sur une autre transgression, qu'est-ce que tu penses des Français maintenant d'origine maghrébine? Beaucoup de Français d'origine maghrébine votent RN. J'en connais. Et c'est peut-être quelque chose qui n'avait pas été prévu par nos élites. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est simple, les élites, si tu entends la gauche façon Bégodeau, Intello, Bégodeau, ceux qui pratiquent la politique, les praticiens de la politique, etc., ont une vision essentialiste des gens, c'est-à-dire que, et ça s'applique à tout le monde, ils ont une vision essentialiste des Français, ils ont également des Français de longue date, mais ils ont aussi une vision essentialiste des immigrés et de leurs descendants naturalisés. Donc pour eux, ces gens-là sont éternellement doivent avoir les mêmes réflexes, la même façon éternellement à gauche, ils n'ont pas prévu le conservatisme de ces. C'est juste que moi j'en viens de la banlieue. C'est un manque d'intelligence, je trouve assez abyssal. Disons qu'on voit les choses de façon figée, mais en dynamique. C'est en fait Christophe Gulli qui l'a montré, c'est que la banlieue c'est une salle d'attente. C'est pour ça que c'est bien. J'en viens.
pas une banlieue très violente, même plutôt calme, même très calme, moins maintenant, d'après les retours que j'ai eus. Mais c'est une salle d'attente. Donc c'est fonctionnel. Normalement, tu as tout, tu as les installations, tu as le machin, mais ça manque de vie, une banlieue. Voilà, c'est les gens qui vous idéalisent la banlieue, qui ont la banlieue bien à la bouche, vivent dans le 11e. C'est que quand tu vis en banlieue, tu peux en trouver, même si tu trouves pas mal d'avantages, le plan quand même, c'est de partir pour s'installer dans une vraie ville. Alors, mais selon toi, pourquoi les Français Ou d'origine dans un maghrébine pavillon, ou d'avoir son pavillon, c'est-à-dire que les immigrés, dans leur grande majorité, ont les mêmes aspirations que les Français et la même aspiration que les ouvriers les ouvriers français en 68 qui ont envoyé les étudiants se faire pendre Oui, voilà. parce que voulaient Ils voulaient l'ordre. Ils en souhaitent l'ordre, en fait. de l'ordre, et puis eux, leurs aspirations, c'est s'ils veulent pas faire la révolution, ils veulent pas faire la révolution, ils veulent un pavillon. Voilà, c'est ça. Pour les 68ards, en fait, ils ont été très déçus par le côté petit bourgeois des ouvriers qu'ils étaient censés défendre, qui avaient des aspirations petites bourgeoises pour eux, et relativement conservatrices, justement, pas du tout libertaires en termes de mœurs. Et c'est ce qui se passe là aussi avec cette population d'origine maghrébine, c'est-à-dire que c'est quand elle ouvre une boîte, des conservateurs pour beaucoup. Quand les gens qui ouvrent une boîte, qui progressent, dont les enfants arrivent à faire des études, à progresser dans l'échelle sociale, etc., ils s'attendent à quoi qu'ils soient comme qu'ils aient les mêmes réflexes et la même façon de penser que leurs grands-parents, peut-être bientôt leurs arrière-grands-parents qui étaient, on dirait, spécialisés à Boulogne. C'est du délire. C'est l'ambition de la gauche, de toute une gauche, et là je dis au sens large, c'est-à-dire culturaux aux politiques, de croire qu'ils avaient une chasse gardée, des gens qui seraient éternellement, qui les laisseraient éternellement parler. Alors ça va aussi des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se sont intégrés, et puis dans l'extrême gauche, il y a des gens pour qui parlent déjà de la gauche blanche, c'est-à-dire vos histoires qui sont très communautaires, avec des thématiques très américaines qui peuvent être que je trouve assez inquiétantes, mais qui vont dire vos histoires mais qui sont rejetées par la population immigrée quelquefois. Vos histoires de créolisation, ça va bien 5 minutes. Et ça va aussi, tu peux faire aussi le lien avec le grand mouvement MeToo, qui est en fait une chasse aux 68ards, ventripotents et libidineux, qui ont cru que c'était, qui ont traité pour eux, la banlieue, c'est un safari, quoi. Enfin, ils voient le rapport que ces gens ont envers les populations d'origine étrangère, c'est pas super sain. Donc, il y a une très très grosse envie de la jeune garde, et c'est pour ça que très bien, le mouvement MeToo, c'est de se dégager de ces vieux mandarins, quoi. Donc en fait, ça ne tient pas, ça pète des deux camps. La nouvelle extrême gauche qui émerge, qui tant bien que mal, et les immigrés d'un côté qui s'intègrent et qui se mettent à voter à droite ou au centre ou ce que tu veux. Oui, non, mais ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ne l'avaient pas forcément prévu et que peut-être il y a des éléments comme ça de vote assez importants qui vont peut-être leur échapper. Ça, c'est intéressant. Ouais, je pense pas que faut pas non plus, je pense pas que déjà les gens d'origine immigrée votent assez peu. Déjà, ils sont. Mais puis beaucoup votent à gauche quand même pour un état de raison, parce qu'on peut pas non plus dire que le Front National il y a quand même un lourd passif quand même. Pas non plus. Non, mais j'en connais un en tout cas qui vote LFI, et ça c'est spécial, qui vote LFI au premier tour, mais qui passe à Macron au second, que ce soit présidentiel ou législatif, vote RN face à Macron. De toute façon, l'idée, c'est qu'on a beaucoup de gens se disent ils ont un grand malade à la tête du pays. Puis surtout, là, dans ces conditions, le RN fait relativement pas si peur que ça, déjà, parce que Bardella, Hitler, là, c'est quand même compliqué. Comme assimilation. Déjà, avec Marine Le Pen, c'était déjà devenu plus compliqué. Voilà, il y a eu un changement de génération au RN aussi. C'est plus du tout les mêmes gens. Les RN, ils ont été fondés par les Waffen-SS. Ouais, ils sont où ils sont morts.
Ils sont morts, ces gens-là, ou ils ont plus de 95 ans. Donc ça devient compliqué d'utiliser toujours les mêmes recettes. Et surtout, bon, c'est un contexte de cohabitation. Tout le monde sait que les politiques n'ont pas tant de pouvoir que ça. Nombre de fois où j'entends que dans des revues de presse justement qu'un élu de la République, un sénateur, un député essaye d'obtenir des comptes de la part d'un organisme pour se voir dire allez vous faire voir quoi. En fait, les élus, en France, un obscur fonctionnaire président qui dirige une agence au nom imprononçable dont la trois quarts de la population ignore l'existence, peut dire, que ce soit pour des sujets aussi divers que la santé, les eaux et forêts ou les affaires sociales, peut envoyer paître un député, ou un sénateur. C'est pas sain du tout. Moi, je préférais que les politiques aient quand même